J'ai rapidement abordé le thème dans l'épisode précédent. Mes premières idées noires datent de mes 14 ans, et elles m'accompagnent depuis des années. Décembre 1993, 2 mois après l'expulsion de ma famille, nous habitons encore la résidence de vacances. Le déménagement se fera l'année prochaine. Je dors dans la mezzanine et je passe mes journées à écouter la radio. Un soir, j'entends une émission qui explique qu'on constate une augmentation des cas de suicide durant la période de Noël. Il parle de lignes téléphoniques pour parler et d'SOS Amitié. Je repense au film Le Père Noël est une ordure et je le vois d'un nouvel œil. Enfin, je n'avais pas forcément réfléchi à tout ça. Et je commence pour la première fois à envisager très sérieusement de mourir. Ce n'est pas rare de penser à ça à l'adolescence et de le verbaliser, mais moi j'y pense tous les soirs avant de dormir ou quand je suis seul. Et je vois pas ça comme un cri de détresse ou une manière d'attirer l'attention sur moi, mais un projet concret. Je n'ai plus de raison de vivre puisque j'ai tout perdu. Mourir donc, d'accord, mais comment ? Parce que je veux pas qu'on parle de tentative là. Si je le fais, c'est pas pour échouer. Je me jette du haut d'un bâtiment, alors déjà, lequel ? Et puis, il y a moyen de se rater et de juste se blesser gravement. Non, mauvaise idée. La noyade ? Facile, je sais pas nager, ça fonctionnerait. Mais s'étouffer, ça doit être terrible. Me jeter sous un train ? Faut bien calculer son coût, non ? Si je me rate et que je suis juste coupé en deux et toujours vivant. Ah non, c'est pas possible. Des médicaments ? Mais c'est quoi qu'il faut prendre ? Et puis, faut que ça agisse, et ça doit faire mal. Je vous passe toutes les autres réflexions sur le sujet. De toute façon, moi, je veux que ça soit rapide. J'en parle même de manière triviale avec certains amis. C'est un sujet comme un autre de savoir quelle serait la meilleure façon de mourir. La seule et bonne façon, rapide, efficace, c'est une arme à feu. Et puis mon père a une arme. Ben voilà, plus qu'à la trouver. Mais je la trouve pas. L'arme est très probablement dans un de ces conteneurs où se trouvent nos affaires. Ok, j'attendrai. Aujourd'hui, je sais pas du tout si j'aurais été jusqu'au bout si j'avais trouvé cette arme. J'aurais tendance à penser que non, mais des fois je me sentais tellement mal, je souffrais physiquement et je n'avais plus toute ma raison, juste envie de plus exister. Je ne veux faire de mal à personne, mais je ne veux plus vivre cette souffrance en continu. J'ai 14 ans et je veux mourir. La fin de cette année de 3e dans un nouveau collège sera chaotique, mais une bonne nouvelle qui me remontera le moral, je suis accepté dans le même lycée que mon pote Johan. On va se retrouver dans la même classe, alors même si je passe presque tout l'été seul, je tiens le coup, parce que je sais que je vais retrouver mes amis. Pour une fois, j'attends la rentrée avec impatience. Pendant l'été, nous finissons par récupérer le contenu de tous les containers, ou presque. Mais je ne me dirais même pas que le pistolet de mon père est revenu, et qu'il est probablement caché sous le lit comme avant. Je n'y pense même plus, en tout cas pour l'instant. Rentrée 1994, première année de lycée, avec mon meilleur pote. Je me lève tôt pour prendre le train, j'ai mon Walkman sur les oreilles avec de la bonne musique, je regarde les paysages. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Mes 2 années de BEP seront excellentes. En cours, j'ai de bons résultats, je me fais de nouveaux amis, et je revois presque tous les anciens, parfois complètement par hasard. J'ai longtemps personnifié le traumatisme causé par l'expulsion. À chaque fois que je revois quelqu'un à l'époque, je me retrouve à parler à ce trauma en lui disant « Ah, t'as voulu me voler ma vie, hein ? Bah t'as échoué, je la récupère progressivement, je retrouve tout le monde !» Enfin, presque tout le monde, mais mine de rien, j'ai recroisé vraiment beaucoup de personnes que j'aurais jamais pensé revoir. Alors oui, je vis loin de mes amis, je passe toutes mes vacances scolaires seul, mais je sais le gérer facilement, du moins j'en ai l'impression. Je reviendrai sur certains des événements dont je vais parler ici plus tard. Je les évoque rapidement dès à présent car il est question d'idées noires et je vais vous montrer ici quand et comment elles pouvaient revenir. En 1996, après le BEP, je pars dans une voie qui ne me convient pas, un bac pro commerce. Un matin, j'ai du mal à sortir de mon lit. Mon père rentre dans la chambre pour me dire que je vais être en retard et il me retrouve assis et en larmes. Et il me dit qu'il comprend ce que je vis. Moi, je sais même pas. Mais je pleure. Je vais mal. Juin 1997, j'arrête mes études. Je sais pas du tout quoi faire de ma vie. Je m'inscris à la NPE et en fin d'année, je suis embauché en tant que préparateur de commandes. Mon père me met à la porte de la maison de manière cordiale à la fin du 1er mois de mon CDI. Durant cette année, je vis seul et j'aurais pu dire que ça me dérangeait pas du tout, que j'étais habitué à la solitude. Mais bien y regarder, je suis dehors dès que j'en ai l'occasion et je vais dans les bars où je sais que je peux retrouver quelqu'un. Quand je ne sors pas, j'invite mes potes à venir chez moi. Je suis le seul à avoir un appartement, alors c'est un peu le QG.
À la fin de l'année 1998, la société pour laquelle je travaille délocalise une partie de son activité à l'étranger. Je ne vais pas accepter de déménager loin, c'est inconcevable pour moi, j'ai pas envie de perdre mes amis encore une fois. On me trouvera un poste administratif. Pendant les 3 semaines où je formerai plus ou moins les gens à faire mon métier dans une langue que je ne parle pas, je suis dans un état dépressif avancé, et je ne le réalise pas vraiment. Je dors mal, j'ai peur de ne pas réussir à faire mon nouveau job et d'être viré, et surtout je me sens seul. Il y a bien quelqu'un avec qui j'aimerais être, mais j'ai peur qu'elle dise non, et j'ai peur du rejet. Je n'avais pas été amoureux comme ça depuis Magali en 6e. Mais cette fois, quand on se retrouvera seul après ces 3 semaines, ça marchera. L'espace d'une nuit, je serai heureux, en couple, mais le lendemain, je perds mon frère cadet dans un accident. Je ne sais absolument pas comment gérer ça. Entre alcool et dépression, je travaille moins bien et donc je me fais logiquement licencier fin 1999. Avec la prime de licenciement et l'assurance vie de mon frère qui s'est débloquée, je me paye un ordi, je reste seul chez moi, je découvre Internet et je vivote avec les allocations et de très rares petits contrats de travail en intérim. J'apprends le développement de sites Internet, le fonctionnement des réseaux et des serveurs, et je finis par en faire mon métier en déménageant à Paris en 2001. Je n'ai pas si mal que ça, je me fais assez facilement à la vie parisienne et je profite de mes congés pour retourner chez mon pote de toujours, Johan. Lors du mois d'août 2003, j'apprends le décès de mon père. Il s'est suicidé avec ce fameux pistolet, celui que je voulais utiliser. J'encaisse ça comme je peux, c'est au bout de quelques semaines que j'ai le contre-coup. Les idées sombres reviennent en force. Mais pas exactement l'envie de suicide, du moins pas de suite. Elle attend dans son coin pour se repointer un soir sans prévenir. Imaginer mon père seul qui mettait fin à ses jours me faisait penser à moi, quand j'étais seul et que je l'envisageais. Je me demandais depuis quand il avait cette idée en tête. Et le pistolet. La police l'avait récupéré. Ces pensées sont bien présentes en moi, je n'en parle à personne, jusqu'à ce que je me retrouve dans un groupe de parole qu'un médecin m'avait conseillé. Personne ne sait ce qui se passe dans ma tête à part eux. Ce groupe de parole m'aidera beaucoup. Mais je n'imagine pas que le problème est peut-être bien plus profond. En 2005, je suis embauché dans une nouvelle agence, avec une ambiance et des gens incroyables. On organisait des soirées le jeudi 1 fois par mois, la boisson coulait à flot, et moi j'ai un problème avec l'alcool. Je sais pas m'arrêter. Et le pire, c'est que j'en parle. Je le dis entre 2 bières que j'ai un problème. Mes collègues de boulot réagissent comme mes amis, se voulant rassurants, j'imagine, en me disant que c'est pas vrai, que je bois pas tous les jours, que je peux m'arrêter. Après une de ces soirées, je me retrouve à attendre le métro ligne 1, Nation. Je regarde les rails et je commence à avoir peur. Je sais pas pourquoi, je me vois approcher du bord. Je contrôle rien. Il y a 2 personnes aux commandes de mon corps. Une qui me fait avancer vers le bord et une autre qui a envie de me crier dessus et de me dire qu'on avait déjà réfléchi à ça et que c'était pas une bonne idée de se faire écraser par un métro. Je ne sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai envoyé un SMS à Johan. J'ai écrit « Au secours ». Par chance, je capte à cette station. Dans certaines, ça n'était pas du tout le cas. Il m'a appelé dans la foulée, la sonnerie m'a sorti de cet état étrange. J'ai décroché, les yeux écarquillés de peur, je regardais les gens autour de moi à la station de métro. Un type derrière moi me regardait bizarrement. Il avait dû s'approcher de moi sans que je le remarque. Peut-être qu'il allait me parler ou me retenir si je m'approchais trop. Je m'installe sur un banc sous le choc et bien ivre. Tout tourne. Johan me parle. « Oh, ça va ? » Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux rien lui dire, je comprends rien à ce qui vient de se passer. Non, mais je suis déchiré, on a fait une soirée, je sais pas, un mauvais délire. Ah putain, tu m'as fait peur, hein. Mais c'est bon là, hein ? Ouais, t'inquiète pas, je suis désolé, je suis raide, j'attends le métro pour rentrer. Je sais plus trop ce qu'on s'est dit de plus. Qu'est-ce que j'aurais fait si le téléphone n'avait pas sonné ? J'en sais rien. Même si aujourd'hui nous vivons loin de l'autre, nous sommes toujours en contact avec Johan. Et si vous me demandez quel est mon meilleur ami, ma première pensée c'est lui. Et ce sera sûrement comme ça tout au long de ma vie, jusqu'au dernier jour. Je penserai à lui en premier si on me pose cette question. Je sais bien qu'il a aussi été un compagnon d'autodestruction. Je me suis mis à boire avec lui et toute notre petite bande de potes. Beaucoup trop. La plupart du temps on rigolait, mais le temps passant et les événements s'enchaînant, l'alcool était surtout devenu un bon moyen d'arrêter de penser. L'alcool m'a montré toutes les facettes de ma personnalité. Le gros fêtard, mais aussi le colérique, l'impulsif et le dépressif. Je me disais depuis longtemps que j'étais dépressif, mais je n'en parlais pas. Un médecin me dira un jour que je suis dépressif chronique. Ah ben voilà, il a raison, ça doit être ça. Et ça s'explique avec les événements que j'ai vécus. Ok, j'en prends note. L'alcool, c'est pas terrible comme traitement pour la dépression. On se mettait dans de sales états parce qu'on n'allait pas bien. Mais on n'en parlait pas, voire on en rigolait. Chanter à moitié ivre en pleine nuit, planté dans un champ, c'est comme ça qu'on partageait nos humeurs. Je dois reconnaître qu'à défaut de savoir comment parler de ce qui allait pas, c'était au moins pas mal de pas être seul tout le temps.
D'une certaine façon, en étant la personne à laquelle je me raccrochais après l'expulsion, et en ayant immédiatement appelé ce jour où je me rapprochais des rails du métro, on pourrait sans trop exagérer dire qu'il m'a sauvé la vie. Et je suis même pas sûr qu'il s'en doute. Alors oui, à trop picoler, on aurait aussi très bien pu crever ensemble, bien entendu. Et je suis pas fier de tout ça. On va dire qu'on a survécu, et je garde surtout à l'esprit qu'il a été là pour moi, à répondre quand il le pouvait et quand il le fallait. Je ne revivrai pas de moments semblables à ce qui s'est passé ce soir-là sur le quai du métro. Et pendant de longues années, malgré les événements, je ne penserai plus à en finir. Mais dans un coin de ma tête, je sais que ça peut revenir. C'était revenu vraiment sans prévenir. Ça reviendra encore. Prochain épisode, Amour.